Dans l'actualité ce soir, la faim justifie-t-elle les moyens des salariés de Continental ont en partie saccagé une sous-préfecture après le rejet de leur pourvoi par la justice. Pendant ce temps, dans l'usine Molex, 2 dirigeants ont été séquestrés pendant 24 heures. Reportage et réaction dans un instant. En visite à Nice, Nicolas Sarkozy reprend le thème de l'insécurité. Il a détaillé la nouvelle loi contre les bandes violentes. Un nouveau délit d'appartenance à ces bandes sera créé. La conférence de l'ONU à Genève tente de sauver les meubles après l'incident d'hier avec Mahmoud Ahmadinejad. L'adoption de la déclaration finale consensuelle a été avancée. Succès ou trompe-l'œil, nous serons en direct sur place. La nouvelle drogue qui inquiète les autorités sanitaires, le GBL, un solvant à peinture en vente libre, est au cœur de plusieurs affaires récentes. C'est le dossier de cette édition. Enfin, nous irons en Chine. La Grande Muraille est encore plus longue qu'on ne le pensait. De nouvelles mesures menées par satellite lui attribuent 8850 km, 2000 de plus que ce qui était estimé jusque-là. Bonsoir et bienvenue à tous. L'exaspération et la violence dans les conflits sociaux ont donc franchi un nouveau cap cet après-midi. Je vous le disais, les salariés de Continental à Clairoy, qui réclamaient la suspension de la fermeture de l'usine, ont été déboutés par le tribunal. Dans la foulée, 250 à 300 d'entre eux ont investi la sous-préfecture de Compiègne. Des bureaux ont été dévastés. Valérie Lerouge, Frédéric Capron. Et alors? C'est pas vrai. On est déboutés, les gars. La douche froide et la colère. Les salariés de Continental s'étaient installés à la sous-préfecture de Compiègne en attendant la décision de justice. Ils espéraient une suspension du plan social pour délit d'entrave. Le tribunal les a déboutés. Ça veut dire qu'on a perdu. On a perdu à Sarreguemines. La direction, elle a gagné. Ils passent d'un bureau à l'autre de la sous-préfecture et saccagent tout sur leur passage. Dépités, écœurés, ils repartent vers leur usine de Clairoy. S'ils ne comprennent pas que ça fait 5 semaines qu'on se retient, qu'on est gentil, qu'on dit rien, aujourd'hui, c'est terminé. Ils ont eu les moutons et maintenant ils ont les lions. On y va. On y va. Faites-vous plaisir. Cette fois, c'est le bureau d'accueil de l'usine qui est mis à sac. C'est nous les méchants? Non mais il faut arrêter, il faut voir comment on a été exploité et tout. Maintenant il est temps qu'on s'exprime. Et pourtant c'est pas dans ma nature, mais y arriver à un moment, trop c'est trop. Demain, les Conti se rendront à Hanovre en Allemagne pour manifester leur colère à l'Assemblée Générale des actionnaires de Continental. Ils seront rejoints par leurs collègues allemands qui subissent le même sort. Bonsoir Xavier Mathieu, vous êtes le délégué CGT de Continental à Clairoy. On comprend bien sûr votre désarroi, mais est-ce que ça ne va pas trop loin? Est-ce que vous regrettez ces violences? Vous plaisantez, j'espère. Je vous pose la question. Rien, ça va. Non, attendez, qu'est-ce que vous voulez qu'on regrette? Quoi, quelques carreaux cassés, quelques ordinateurs? À côté des milliers de vies brisées, ça représente quoi? Faut arrêter là, faut arrêter. Pour vous, la fin justifie les moyens? Attendez, mais la fin, on est à 28 jours de la fin, monsieur. On est en train de nous expliquer que dans 28 jours, le plan social sera bouclé et on va aller à la rue. Oui, je ne regrette rien. Personne ne regrette rien ici, parce que vous avez pas vu des casseurs, vous avez vu des gens en colère, des gens déterminés, des gens qui veulent pas aller se faire démonter. Crever, on ne veut pas crever, on ira jusqu'au bout de notre bagarre. On a tenu 5 semaines, pendant 5 semaines on a réussi à retenir les gens. C'est fini, les gens ils n'en veulent plus. Le gouvernement nous a fait des promesses, il s'était engagé à réunir une tripartie qu'on demande depuis le début, dans les 3 jours. Ça fait 1 semaine que ça dure. Xavier Mathieu, aujourd'hui on se rend compte... On entend votre colère, mais est-ce que vous lancez un appel au calme ce soir? Je lance rien du tout. J'ai pas d'appel au calme à lancer. Les gens, ils sont en colère, et la colère, faut qu'elle s'exprime. Il y a un proverbe dernière manifestation qui dit qui sème la misère récolte la colère. C'est ce qu'ils ont aujourd'hui. Il y a plus de 1000 familles qui vont être à la rue, qui vont crever dans 23 mois avec plus rien, qui vont être obligés de vendre leur baraque. Il faut que tous que vous compreniez ça. Merci, monsieur Mathieu. On ne veut pas crever. Merci, monsieur Mathieu, d'avoir été en direct avec nous. Un mot encore, et il y a 10 minutes tout juste, Luc Châtel, secrétaire d'État à l'Industrie, proposait
ces discussions tripartites après les événements donc de cet après-midi. Merci Monsieur Mathieu. Autre lieu et autre usine, à Molex en Haute-Garonne, 2 dirigeants de la société ont été séquestrés 24 heures par les salariés. Après une nuit et une journée, ils viennent d'être relâchés. Sur place, Muriel Lassaga, Olivier Combe. 15h30 sur le site de l'usine Molex, la tension monte d'un cran. Le secrétaire du comité d'entreprise est convoqué devant la justice pour séquestration assignée par la direction. D'un côté, il nous propose de négocier une grosse merde, ça je le dis à mon nom, c'est une grosse merde. Et de l'autre côté, il m'assigne un référé. Donc voilà, encore une fois, les réponses de la direction. Le départ de leurs collègues vers le tribunal provoque un malaise. Moi, quand j'entends des propos comme ça envers un secrétaire du CE, alors qu'il y a 300 personnes qui vont être licenciées et que des gens comme ça, demain, ils vont se retrouver avec des salaires de 7 à 8 000 euros par mois, alors qu'ils sont en train de licencier 300 personnes, ça me fait mal aux tripes. Les salariés profitent alors d'une sortie autorisée d'un des dirigeants séquestrés pour l'interpeller. Jusqu'alors, ils évitaient toute confrontation. Vous êtes en train d'une fois de plus de donner un coup de couteau, c'est-à-dire d'assigner le responsable du CE en justice. On est d'accord. C'est ça votre dialogue? Écoutez, si vous êtes 24 heures, vous n'êtes pas libre de mouvement pendant 24 heures et vous essayez depuis ce matin avec la direction départementale de débloquer la situation et qu'on n'arrive pas, on prend d'autres recours. Peu avant 20 h, les 2 dirigeants sont relâchés, éprouvés. Je suis contente de pouvoir enfin rentrer chez moi. Les salariés se sentent floués, les insultes pleuvent. Comme des voyous, les dirigeants rejoignent leur véhicule. Dans ce climat, une médiation entre direction et partenaires sociaux doit commencer ce soir en préfecture. Voilà, Molex, Continental, pour mieux saisir la portée de ces événements. Agnès Molinier nous a rejoint. Bonsoir Agnès. Bonsoir. Alors on souligne, on s'indigne parfois de l'utilisation de la force, mais est-ce vraiment une nouveauté? La séquestration de patrons, David, est même une pratique ancienne en France. À la fin des années 70, il y en a eu jusqu'à 4 par jour, notamment en Lorraine. Regardez, c'était en 1982, 3 cadres d'usine Nord ont été séquestrés pendant 48 heures dans leur bureau de l'usine de Longwy. Plus près de nous, en 1991, le PDG d'Air France de l'époque, Bernard Attali, était retenu quelques heures dans son bureau par des salariés du TA qui ne voulaient pas perdre leur emploi dans la fusion des 2 entreprises. Et enfin, encore plus près de nous, c'est Latex, cette usine des Ardennes, où des grévistes avaient même déversé de l'acide dans la rivière pour faire pression et obtenir de meilleures indemnités. La radicalité n'est donc pas nouvelle. Oui, on a parfois la mémoire courte. Deuxième question, Agnès, est-ce que ce n'est pas aussi aujourd'hui l'occasion d'attirer l'attention des médias? La médiatisation est importante. À ce sujet, nous avons rencontré René Mouriot, c'est un spécialiste de l'histoire sociale. Bon, la médiatisation est présente, il faut arriver à sortir de l'anonymat, puisqu'il y a une vague de licenciements. L'opinion est impressionnée, mais dire que ceux de Caterpillar, ceux de Continental sont dans l'action, que la télévision les montre, ça renforce leur sentiment d'identité d'un côté, et ça fait une pression sur les directions pour qu'elles donnent l'impression qu'elles écoutent, qu'elles sont quand même capables de faire un peu de social, comme on disait autrefois. Dernière chose, dernière question toute simple, Agnès, est-ce qu'il y a des sanctions? Selon le code pénal, la séquestration est passible de 20 ans de réclusion criminelle ou 5 ans si la retenue dure moins d'une semaine. Mais hormis 2 actions en référé, dont une que l'on voit sur ces images, aucun chef d'entreprise n'a aujourd'hui porté plainte. Il semble jouer l'apaisement, mais jusqu'à quand? Agnès Molinier, merci, voilà ce qu'on pouvait dire sur ces événements. Et puis, petite rectification, nous évoquions hier l'ancien directeur général de Natixis. Il tient à préciser qu'il n'a pas été débarqué, mais qu'il est parti de son plein gré. Voilà qui est dit. Autre titre de l'actualité, Nicolas Sarkozy qui se saisit à nouveau du thème de l'insécurité. Il était aujourd'hui à Nice pour détailler la nouvelle loi contre les bandes violentes. On va s'y arrêter en détail. D'abord le compte-rendu de cette visite et de ce discours. Hélène Hugues, Vincent Barral. Un commissariat flambant neuf dans un quartier populaire de Nice, des équipements ultramodernes. Nicolas Sarkozy est ici en terrain connu. Chez son ami Christian Estrosi, c'est de sécurité qu'il vient parler. Cible principale, les bandes organisées. Ça c'est le G3, ça, c'est ce qui permet un peu de rivaliser la Kalachnikov. Le chef de l'État veut un nouvel arsenal judiciaire pour les combattre. Je ne suis pas un homme à accepter ce qui se passe.
qu'un certain nombre d'individus douteux considèrent qu'un territoire est le leur, s'organisent en bandes mafieuses, terrorisent, se déplacent, interdisent qu'on rentre. C'est une affaire qui ne sera pas tolérée. Le simple fait d'appartenir à une bande devrait donc devenir un délit, passible de 3 ans de prison. Le droit de manifester n'est pas remis en cause, mais à visage découvert, les cagoules seront bientôt interdites. Si on vient masqué ou avec des cagoules, ça sera un délit. Protéger l'école, toute intrusion dans un établissement scolaire deviendra également un délit. Toute agression de fonctionnaires, notamment de l'éducation nationale, sera un délit aggravé. Enfin, défendre les victimes comme les délinquants, elles auront droit à un avocat dès la minute de l'agression. Une proposition de loi sera discutée le mois prochain au Parlement, la 18e loi sur la sécurité depuis 2002. Oui, ces derniers mois, on a beaucoup parlé des incidents mettant en cause des bandes. Que sait-on de ces groupes et quels sont réellement les chiffres? Vincent Fischmann, Yann Moine. L'événement est récent. Lycée de Gagny, mars 2009. Un groupe composé d'une vingtaine d'adolescents, tous cagoulés, s'introduit 2 minutes dans cette salle. Il blesse légèrement 4 élèves. Des protagonistes de plus en plus jeunes, mais à en croire ces lycéens, ces affrontements ne sont pas nouveaux. La violence dans certains secteurs serait même devenue ordinaire. Ils parlent et tout, et il y en a un qui dit un mot que ça l'énerve, ils commencent à s'insulter, puis ça part en ça, et après ils en parlent, et là il y a bagarre générale. C'est leur passe-temps, moi je vais au foot, ils se battent. Mais il n'y a rien de... Ils vont pas se tuer, ils savent ce qu'ils font. D'après le ministère de l'Intérieur, on dénombrerait en France 222 bandes, composées de 2250 adolescents, mineurs pour la moitié d'entre eux. Ces derniers mois, pas d'évolution significative, une trentaine d'affrontements chaque mois. Le motif le plus souvent est très banal. 80% des phénomènes d'affrontement, il s'agit de groupes qui improvisent une expédition par rapport à une logique qu'on comprend mal, plutôt celle de l'appartenance à un territoire. Pour des motifs futiles, puisque lorsqu'on les a en garde à vue et qu'on interroge ces jeunes gens, ils se souviennent même pas du motif pour lequel ils ont agressé la bande adverse. Les policiers peuvent retrouver sur eux des armes, barres de fer, marteaux. Peu ont un casier judiciaire. Le plus souvent, ces affrontements ont lieu à Paris ou en banlieue parisienne. Voilà, alors il y a la loi, les faits, et il y a aussi la stratégie politique. Bonsoir Mickaël Darmon, vous êtes en direct à l'Elysée. En revenant sur ce terrain, Nicolas Sarkozy a-t-il aussi des arrière-pensées politiques, justement ? Écoutez, disons les choses comme elles sont. Chaque jour, Nicolas Sarkozy prépare les conditions pour une nouvelle campagne présidentielle en 2012. Alors, avec la crise, il doit encore plus envoyer un signal à son socle électoral, à cette frange conservatrice et populaire parmi laquelle on compte également des électeurs du Front National. Le président veut montrer que malgré la tempête économique, le programme présidentiel continue et bien sûr la sécurité est au cœur de ses stratégies. La sécurité et les sécurités. Hasard ou pas, le 21 avril, c'était il y a 2 ans, Jean-Marie Le Pen accédait à la finale pour l'Elysée et c'est aujourd'hui, le 21 avril, que Nicolas Sarkozy est parti parler d'insécurité à Nice. Il pense que l'insécurité doit s'incarner plus. Voilà, c'est ainsi Nicolas Sarkozy, après avoir organisé sa conquête pour l'Elysée à partir de la place Beauvau, ça fait 2 ans qu'il a traversé la rue, qu'il est à l'Elysée et on a l'impression qu'il lorgne encore du côté du ministère de l'Intérieur avec une certaine nostalgie. Mickaël Darmon à Paris, merci Mickaël, le 21 avril 2002 bien sûr. Une réaction à gauche, celle de Claude Barthelone pour le Parti Socialiste. Il dénonce le cinéma pénal du chef de l'État. Ce n'est pas une loi supplémentaire qui permettra de répondre à l'inquiétude, dit-il. En bref, une attaque d'une rare violence à Valence. Des malfaiteurs ont utilisé de l'explosif contre un dépôt d'une société de convoyeurs de fonds. Dans le même temps, leurs complices avaient bloqué la sortie du commissariat voisin avec une voiture incendiée et des clous sur la chaussée. Les bandits étaient 8 ou 10 selon le procureur, mais ils n'ont finalement emporté aucun butin, faute de parvenir à ouvrir le coffre. Ils sont ce soir toujours en fuite. Un procès très attendu maintenant. Vous vous souvenez sans doute de la mort de 2 étudiants français de 23 ans à Londres il y a près d'1 an. Ils avaient été assassinés dans des conditions particulièrement barbares au domicile de l'un d'entre eux. Scotland Yard avait évoqué une sauvagerie sans précédent. Eh bien, l'audience s'ouvrira demain. Le mobile reste pour l'heure un mystère. Maryse Burgot, Laurent Desbois. Une maison paisible en Picardie et une mère inconsolable. Son fils avait 23 ans lorsqu'il a été assassiné avec une rare violence dans la capitale britannique.
Il n'y a rien qui peut soulager, qui peut atténuer une souffrance, une telle souffrance. Non, mon fils il sera toujours présent dans mon cœur. Il est toujours dans mon cœur avec moi. Je l'aimais trop. Je l'aime trop. Demain matin, cette infirmière en psychiatrie prendra le train pour Londres. Pendant 5 semaines, les assassins présumés de son fils et d'un autre étudiant français seront jugés. Cet acte de barbarie, cet acte odieux, enfin inqualifiable, innommable, ne peut pas expliquer comment dire, un vol qui aurait mal tourné. Pour moi, c'est non. Non. Je ne me résoudrai jamais à ça. Dans cet appartement de Londres, les 2 étudiants ont été bâillonnés, leur corps lacéré de 240 coups de couteau. Pourquoi un tel acharnement, s'il ne s'agissait que d'un cambriolage? La vie ne pourra reprendre un sens que si on connaît le pourquoi. C'est important pour moi. Parce que le comment, je le sais. Il n'y a plus besoin de me l'expliquer. Madame Villemont a déjà vu les 2 assassins présumés lors d'une séance préliminaire, un marginal et un délinquant notoire. Je restais indifférente parce que c'est 2 garçons enfin 2 garçons, c'est pas marqué sur leur front, qui sont violents et qui sont extrêmement dangereux et qui franchement ne reflètent pas ce qui... on se demande comment ils ont pu faire ça, quoi. Divorcée et mère de 2 autres enfants, cette femme a perdu ce fils aîné sur lequel elle pouvait s'appuyer. Ces outils, regardez, sont posés là, et je les ai jamais retirés. Je les ai pas retirés, j'ai pas pu. Pour se donner du courage à la veille du procès, elle décrit Gabriel, étudiant brillant en chimie. Il avait tout pour être heureux dans la vie. Tout s'ouvrait à lui. Il aurait pu faire une grande carrière, il aurait été... Des jours heureux, elle parlerait pendant des heures, des étoiles dans les yeux. Demain, elle affrontera les inculpés. Ils plaident tous les 2 non coupables. L'actualité internationale avec d'abord ces violents incidents à Paris hier lors d'une manifestation de tamoul près de la gare du Nord. Vitrines brisées, autobus endommagés. Quelques 143 personnes étaient en garde à vue encore en début de soirée. Manifestation qui fait écho à la situation au Sri Lanka où l'armée semble avoir décidé d'en finir avec la rébellion tamoule après 25 ans de conflit. La guérilla recule. Des dizaines de milliers de civils tamouls fuient la zone par tous les moyens possibles. Chaque camp accuse l'autre d'utiliser des boucliers humains. Les Tamouls qui représentent 12% de la population au Sri Lanka. Des nouvelles du sommet de Durban 2, avec d'abord cette image du retour du président iranien Mahmoud Ahmadinejad à Téhéran, où il a été acclamé après l'incident d'hier et ses accusations contre Israël. Sur place à Genève, le sommet continue pour tenter de sauver les meubles. Une déclaration finale très générale a été adoptée avec 3 jours d'avance. Bonsoir Gérard Grisbeck, vous êtes sur place. Cette conférence aura-t-elle été utile ? C'est vrai qu'on a accepté finalement ici un texte très général, à minima, où d'un côté les Occidentaux ne voulaient pas qu'on parle d'Israël, on ne parle pas d'Israël, ils ne voulaient pas qu'on parle de diffamation contre les religions, on ne parle pas de diffamation contre les religions. En échange, les pays musulmans ne voulaient pas qu'on parle de la discrimination sexuelle, en particulier contre les homosexuels. On a accepté de retirer ce paragraphe. Alors évidemment, ceux qui sont restés à la conférence, les Européens et surtout les Français, s'en félicitent et considèrent qu'ils ont bien fait de rester. Mais est-ce que l'histoire retiendra ce texte où le show médiatico-politique qu'a fait hier le président iranien ici, justifiant finalement le boycott américain et de quelques pays européens, eh bien là, il est peut-être un peu tôt pour répondre. Ce sera sans doute dans quelques mois qu'on pourra dire qui avait raison, qui avait tort, fallait-il ou non venir à cette conférence à Genève. Gérard Grisbeck à Genève, merci Gérard. Retour en France avec la nouvelle drogue qui inquiète les autorités sanitaires. Il s'agit en fait d'un solvant à peinture, le GBL, dont les effets anesthésiants peuvent être très puissants, très dangereux aussi. L'affaire Loana a attiré l'attention sur ce produit. En 3 mois, plusieurs dizaines de personnes ont dû être hospitalisées. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Sophie Rodier, Françoise Mazou. Il comptait faire la fête toute la nuit au Zénith de Montpellier. La soirée s'est terminée aux urgences pour des adolescents qui voulaient s'enivrer sans payer 90 € leur bouteille de whisky.
Quand le SAMU est arrivé, 2 d'entre eux étaient dans le coma. Les autres ont tant bien que mal réussi à expliquer ce qu'ils avaient consommé. Pour certains d'entre eux nous ont dit l'alcool était cher, donc finalement la bouteille de whisky était trop chère. On a acheté un produit qui pour eux semblait faire les mêmes effets, qui était beaucoup moins cher, mais qui était autrement plus dangereux. Ce produit, c'est le GBL, le gamma-butyrolactone, un puissant solvant utilisé dans l'industrie pour diluer les peintures ou nettoyer les jantes de voiture. Comme le montre cette vidéo qui circule sur Internet, quelques gouttes suffisent à décaper un paquet de cigarettes. Certains le détournent de son usage pour en faire une drogue. Une fois avalé, le GBL se transforme dans le corps en GHB, appelé aussi la drogue du violeur. Vous êtes quasiment en état de zombie. Éveillé, rêveur, soumis aux ordres éventuellement, acceptant tout et n'importe quoi, donc un état qui devient dangereux quand l'environnement peut être hostile, voire agressif. Le GBL est un produit d'entretien, il est donc en vente libre sur Internet. D'un simple clic, on peut se procurer un bidon. Dans les soirées, le produit est revendu 10 € la dose, et notamment dans la région de Montpellier. Pour ainsi dire, tous les week-ends, on reçoit des jeunes qui ont absorbé volontairement ce type de produit. C'est vrai qu'actuellement, il semblerait que dans les boîtes de nuit, on puisse s'en procurer. Le président de la mission de lutte contre les drogues reconnaît l'existence d'un trafic. Mais pour lui, l'interdiction du GBL n'est pas à l'ordre du jour. La difficulté, c'est qu'il faudrait classer énormément de produits et des produits qui sont utiles. La colle, l'éther, l'essence sont quelquefois détournés de leur usage. Peut-être qu'il faudra vérifier que la distribution de ce produit est destinée à des professionnels. Pour l'instant, la consommation de GBL semble limitée géographiquement, mais elle augmente depuis 6 mois. Ce phénomène préoccupe les autorités qui ont même décidé de fermer une boîte de nuit, à défaut de pouvoir contrôler tout ce que les consommateurs y absorbaient. En bref, une importante opération de police à Calais. Près de 200 migrants, essentiellement des Afghans, ont été interpellés la nuit dernière par 500 policiers et gendarmes. Opération qui intervient à 2 jours de la visite sur place du ministre de l'Immigration, Éric Besson. Il est 20h20, restez avec nous. À suivre, jusqu'où peut aller la démarche artistique. Fait exceptionnelle en France, la justice ordonne la fermeture de l'exposition de cadavres humains en cours à Paris. Toujours plus longue, satellite à l'appui, les Chinois revoient à la hausse la mesure de la muraille de Chine, près de 9000 km. Et puis l'incroyable jackpot de la Bolivie, le pays le plus pauvre du continent sud-américain, pourrait décoller grâce à ces immenses gisements de lithium. D'abord donc cette décision rarissime de la justice. Un tribunal ordonne la fermeture d'une exposition à Paris, fermeture au nom de la décence selon le juge. L'exposition baptisée Our Body et qui a régulièrement suscité la polémique met en scène de vrais corps humains. Jean-François Firet, Bruno Vignet. Foule cet après-midi, boulevard de la Madeleine à Paris. Peut-être la dernière occasion d'observer les cadavres disséqués exhibés derrière les vitrines. La justice vient d'interdire l'exposition Our Body. Motif, on ne commercialise pas le corps humain. Les visiteurs, eux, ne trouvent pourtant rien à y redire. Non, moi ça me choque pas du tout. Ça me choque pas du tout. Je resterai des heures à regarder et à me passionner pour cette exposition. C'est intéressant que même les plus jeunes puissent apprendre à connaître le corps humain, comment il fonctionne. Depuis 15 ans, l'exposition fait le tour du monde et partout, elle suscite la polémique. A-t-on le droit de mettre en scène des cadavres humains? L'organisateur répond oui, par souci de pédagogie. C'est une exposition anatomique et culturelle, ça serait totalement aberrant de l'interdire, d'être la seule ville au monde qui interdit cette exposition. Les 17 cadavres exposés sont chinois, hommes et femmes. Des condamnés à mort rétorquent les 2 associations qui ont porté plainte. L'origine des corps est incertaine selon elles. Nous sommes intimement convaincus qu'il y a derrière cette exposition un odieux trafic de corps. Nous pensons que cette exhibition est le dernier maillon de ce trafic. Il faut savoir que tous les corps viennent de Chine, que la Chine est le pays de tous les trafics. C'est le pays qui, comme vous le savez, exécute entre 6 000 et 8 000 condamnés. L'exposition doit rester fermée demain sous peine d'une amende de 20 000 €. Son organisateur va faire appel. Direction la Chine maintenant. On dit souvent qu'il s'agit du plus long édifice construit par l'homme. Eh bien, la Grande Muraille est encore plus étendue qu'on ne le pensait. De nouvelles mesures menées par satellite lui attribuent 8 850 km, 2000 de plus qu'estimé jusque-là. Samasoula.
2500 km d'erreur, la marge est proportionnelle au gigantisme de l'ouvrage. La Grande Muraille de Chine ne fait pas 6300 km, mais 8851 km de long. Pas un miracle à la chinoise, la muraille a juste été remesurée avec des instruments perfectionnés. GPS, technologie infrarouge ont permis de découvrir dans les montagnes et les déserts des portions de remparts jusque-là ignorées. L'opération est menée depuis 2 ans par l'État chinois. C'est une découverte très significative parce que la Grande Muraille, c'est comme une carte de visite pour les Chinois. Les gens qui ne sont jamais venus en Chine la connaissent. Et aujourd'hui, en localisant ces nouvelles portions, nous pourrons les protéger dignement. Seuls 10 à 20% de la Grande Muraille sont parfaitement restaurés. Érigées sous la dynastie des Qin, puis reconstruites sous les Ming au XIVe siècle, ces fortifications sont le seul monument visible depuis la Lune. Une merveille et un dilemme pour l'État chinois, en faire un attrait touristique mondial et le préserver de son succès. L'environnement, demain sera la journée mondiale de la Terre. Ce soir, gros plan sur les piles. Regardez d'abord ce chiffre. Nous consommons en moyenne 16 piles par an et par personne en France. Et la question la plus sensible est celle de leur recyclage. Notre pays fait figure de bon élève dans ce domaine, mais 1/3 seulement des piles usagées sont traitées. Frédéric Monteil, Arnaud Jacques. Des piles, les Français en achètent 1 milliard par an. Mais une fois utilisées, où faut-il les déposer ? Dans une borne de collecte, oui, mais les Français n'y pensent pas tous. On estime aujourd'hui qu'on récupère 1/3 des piles usagées qui sont ramenées dans les magasins. On estime aussi surtout qu'il y a 1/3 des piles qui sont encore stockées chez les gens. Quant au dernier tiers, il finit souvent à la poubelle ou dans la nature. Pour celles qui partent au recyclage, c'est le début d'un long voyage. Première étape, indispensable, le tri. Tout n'est pas recyclable. Le taux de recyclage des piles dépend de la composition du type de pile. On oscille entre 50 et 75% de taux de recyclage. Deuxième étape, la fonderie. Cette entreprise de la Loire brûle à 1500 degrés des piles venues de toute l'Europe et même de Taïwan. Dernière étape, la transformation. Votre vieille pile fournit un minerai tout neuf, de l'oxyde de zinc et un alliage de fer manganèse facilement réutilisable. Et cet alliage va servir entre autres pour fabriquer de la robinetterie inox, on peut voir ici, ou des lames de couteau. Les piles servent aussi à fabriquer des toits en zinc, des gouttières en zinc, des bornes de stationnement, des injecteurs pour automobiles, des routes. En France, chaque année, le recyclage des piles permet d'économiser 6000 tonnes de matières premières. Et toujours à propos d'environnement, nous partons maintenant en Bolivie, l'un des États les plus pauvres de la planète, qui pourrait bien devenir l'Arabie Saoudite du continent sud-américain, et cela grâce au lithium. De quoi s'agit-il? D'une matière baptisée l'or gris, parce qu'elle va permettre de faire rouler les voitures électriques. Sous ces lacs de sel, la Bolivie possède près de la moitié des réserves mondiales. Envoyés spéciaux, Martine Laroche-Joubert, Pascal Jouffriot. Sous ce désert de sel le plus étendu de la planète, le métal du futur, le lithium, essentiel pour les batteries des voitures électriques. 47% des réserves mondiales juste ici. L'avenir de l'industrie automobile internationale se joue en Bolivie, au milieu des vestiges d'un lac asséché. De quoi réjouir les Indiens qui recueillent le sel. Un labeur pénible, visage protégé des brûlures. Ici, on n'a jamais vu d'investissement pour nos communautés. Avec le projet lithium, on espère pas seulement des paroles, mais aussi des bienfaits pour nous. Un renversement de l'histoire. Pendant 3 siècles, les conquistadors ont exploité dans la région des mines d'argent, sans état d'âme, 8 millions d'Indiens et d'esclaves africains décimés par la silicose. Aujourd'hui, les derniers mineurs travaillent à leur compte, mais la mine s'épuise. Le lithium, c'est le futur. Il donnera du travail à une nouvelle génération. Nous, on a bien mérité notre retraite. Dans ce désert lunaire, l'exploitation du lithium commence à peine. Ces piscines recèlent le précieux métal, invisible. Il doit être isolé d'autres minéraux en laboratoire. Nous espérons que d'ici 3 ou 4 ans, on arrivera à la phase industrielle, à une production en grande quantité. En chantier, la première usine d'exploitation du lithium aux couleurs boliviennes et indiennes. Ces ouvriers se battent contre la nature, pas d'eau, pas d'électricité, un froid glacial.
Mais l'espoir décuple leurs forces. Le lithium est une lumière, un phare qui va nous rendre notre fierté. À des centaines de kilomètres, La Paz, la capitale. Evo Morales, le premier président indien socialiste, fait monter les enchères entre les compagnies étrangères qui convoitent son lithium. Il veut garder le contrôle. Nous ne voulons pas seulement produire du lithium, mais aussi des voitures électriques. C'est le grand rêve de notre gouvernement et de toutes les communautés de la région. Nous devons répondre à ce vibrant appel, mais j'insiste, notre État restera le propriétaire en partenariat avec des étrangers. La Bolivie repose sur un trésor difficile à exploiter. Un défi pour le président Morales, il doit s'associer avec de riches compagnies étrangères et préserver les droits des Boliviens, surtout ceux des Indiens de la région. Le coup d'envoi ce soir de la saison des festivals avec le lancement du Printemps de Bourges. Ce qui retient l'attention, c'est que malgré la crise, malgré l'effondrement du marché du disque, les concerts font le plein. Et c'est le cas notamment à Bourges, où Ben Harper ouvre le bal ce soir. Sur place, Christophe Hérault, Sylvain Doba. Cet après-midi, premier riff de guitare pour le 33e printemps. Tête d'affiche du festival, Ben Harper est pour l'ouverture, concert à guichet fermé. Le printemps ne connaît pas la crise, parole de festivalière. Vous avez quand même des sous pour le concert? Ah ouais, bah là, y a pas on préfère les mettre là. Ah bah ouais, c'est vrai, qui nous toute la semaine. Premier festival de la saison, Bourges donne la tendance et la tendance 2009 n'est pas à la morosité. Les gens ont besoin d'échappatoire et c'est un échappatoire qui est au prix de l'argent d'un ménage relativement pas cher. C'est pas le prix d'une voiture, c'est pas le prix de loyer et on a le sentiment que les gens ont besoin à un moment de se faire du bien dans la tête, tout simplement. Ce soir à Bourges, on se fera du bien avec Ben Harper. Depuis 15 ans, le Californien entre blues et soul raconte son monde. Avec son 9e album, un son plus rock, plus énergique, mais toujours métissé. Je n'ai jamais quitté le rock, donc je n'ai pas à y revenir. Mais vous savez, ce groupe n'a pas un style particulier, on n'a pas une étiquette musicale. Sans concert, un marathon, mais aussi un bol d'air printanier et musical en cette période de grisaille. Une dernière image en direct du Stade des Alpes. Dans quelques instants, vous avez en effet rendez-vous avec la première demi-finale de la Coupe de France. Grenoble reçoit Rennes. Match à suivre en direct avec Fabien Lévesque et Xavier Gravelaine. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. L'exaspération et la violence ont franchi un nouveau cran. Des salariés de Continental ont en partie saccagé une sous-préfecture après le rejet de leur pourvoi par la justice. Ce soir, Luc Châtel propose des négociations tripartites. Pendant ce temps, dans l'usine Molex, les 2 dirigeants séquestrés depuis hier soir ont été libérés. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Isabelle Martinet. Encore plus doux, encore plus lumineux. 20h35 du football donc. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.